Si vous avez vu la dernière vidéo ou que vous avez un peu lu Pascal dans votre vie, normalement, vous connaissez. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. En gros, on va tous mourir et on le sait. On est fragile, on est mortel et donc on est terrifié par l'idée de l'ennui. Parce qu'on n'a pas envie de s'en rappeler de tout ça. Pour un Européen du XVIIe siècle comme Pascal, l'ennui c'est un vrai problème. Aujourd'hui, normalement, un tour sur le téléphone, il disparaît assez vite. Normalement. Et oui, parce qu'on avait parlé de la dépression ou de la boulie. Cet état dans lequel, quoi qu'on fasse, si on arrive à faire quelque chose, même là, l'ennui, en fait, il disparaît jamais. Mais dans ce que j'ai lu, il y a un détail sur lequel j'ai pas beaucoup insisté. Pascal, il évoque ces nobles qui, pour se divertir, vont aller payer une place pour aller regarder une ville se faire assiéger ou massacrer. C'est parce que notre condition, elle est universelle que Pascal évoque le roi sans divertissement. Ce roi qui ne supporte pas ses angoisses et qui, du coup, paradoxalement, est plus malheureux que le plus malheureux de ses sujets qui se divertit. Sauf si on le laisse un peu trop réfléchir et qui se dit que ce sujet en question là, ça peut être marrant de le massacrer sinon. Ça règle les deux problèmes. Dans le très bien nommé Un roi sans divertissement de l'auteur antifasciste Jean Giono, l'Anglois, un capitaine de gendarmerie, prend goût au sang après avoir tué un meurtrier qu'il avait pourchassé. Donc il décide d'organiser une chasse au loup pour lui-même, en son honneur. Ce vieux rituel aristocratique de la chasse au loup, chez Jean Giono, ça devient le symbole de l'autorité qui s'affirme par la violence. Il se donne des airs de grandeur comme ça pour cacher un peu le vide qui est à l'intérieur de lui. En fin de compte, il fait ça pour se sentir vivant, donc pour se divertir. L'Anglois s'avance. Nous n'avons pas envie de le suivre. L'Anglois s'avance pas à pas. Nous voyons aussi que, devant les pattes croisées du loup, il y a le chien de Curnier, couché, mort, et que la neige est pleine de sang. Il s'en est passé des choses pendant le silence. L'Anglois s'avance, le loup se dresse sur ses pattes, ils sont face, à 5 pas. Le loup regarde le sang du chien sur la neige, il a l'air aussi endormi que nous. L'Anglois lui tira 2 coups de pistolet dans le ventre, des 2 mains en même temps. Ainsi donc tout ça pour en arriver encore une fois à ces 2 coups de pistolet tirés à la diable, après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite. On a tout là-dedans. Les autres qui subissent et qui n'ont aucune envie d'être là, la neige blanche, pure, tachée par le sang rouge de l'animal domestique qui a été tué par l'animal sauvage, et puis le calme, l'absence totale de danger. Le loup à la base il est allongé, et on a un espèce d'abattage en mode John Wick mais inversé. On n'a aucune grandeur dans cette mise à mort, on a juste ce roi sans divertissement qui trouve son plaisir dans l'affirmation violente de son pouvoir. Cette tristesse quasiment résignée du dépressif, chez le puissant, elle est transformée en barbarie. L'Anglois est incapable de faire face à sa condition. Donc pour fuir cette idée, il va contrôler la condition des autres, diriger, tuer, brutaliser. Il cherche à donner du sens à un vide intérieur et comme il a du pouvoir, il devient une ordure. Il impose sa mort aux autres. Après à la fin du livre, il y a quand même une espèce de justice, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Il ouvrit comme d'habitude la boîte de cigares et il sortit pour fumer. Seulement ce soir-là, il ne fumait pas un cigare. Il fumait une cartouche de dynamite. Et il y eut, au fond du jardin, l'énorme éclaboussement d'or qui éclaira la nuit pendant une seconde. C'était la tête de l'Anglois qui prenait, enfin, les dimensions de l'univers. Qui a dit « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère »